Arthur. Arthur? Je suis comme qui dirait un mauvais pressentiment. Siri, trouve-moi une voiture assortie à mes sacs. ¡Por ese callejón! ¡Lo veo! Oh là, le masque est de retour avec 45 minutes de pure fire dans cet épisode-ci, le 21e d'une émission qui s'appelle Pushta. D'ailleurs, comptez-le chez vous les enfants, car je sais certainement qu'il compte chez moi. Dans cet épisode-ci, comme à mon accoutumée, j'aurai la particularité de vous parler d'un sujet très particulier, un sujet que j'ai sélectionné pour sa richesse incroyable par rapport à la question vidéoludique. Il sera donc ici question du transfert d'esprit dans cette incroyable série qui se trouve être la première émission de critique vidéoludique inventée en Belgique, la toute première, avant même qu'il existe Critique Cruelle. Le masque était de Pushta et c'est bien là que se trouvait être le siège de sa force ancestrale, là où ses puissances mystiques sont maximales. Et maintenant, je vais vous parler, comme s'il n'y avait pas de lendemain, de cette idée très simple qui est le transfert d'esprit. Une idée que vous avez peut-être déjà rencontrée en termes vidéoludiques si vous avez joué à Messiah ou je sais pas moi, Omicron, et que j'ai décidé de vous introduire avec cet incroyable jeu-ci qui s'appelle Driver San Francisco, dans lequel on joue un mec qui est très doué avec ses paluches, il sait conduire des autos, il s'appelle Tanner, c'est le héros de la série Driver, et il a été embûché par son ennemi Jericho qui c'est certain ne break pas les walls down, mais qui ici a décidé de le mettre dans le wall afin de pouvoir le breaker, afin qu'il soit soudain dans un terrible coma qui lui fait penser peut-être qu'il se trouve dans les années 70 dans une buddy comedy où il a la possibilité de sauter de driver en étant le driver le plus driver de tous les drivers. Ainsi c'est là l'homme que l'on nomme Tanner. Vous êtes dans Driver San Francisco, un titre Ubisoft Reflection porté sur PC par Ubisoft Ukraine. C'est bizarre parce que c'est là que vous l'avez vu et on imagine difficilement, mais j'ai dû utiliser Uplay, ça m'a pas fait plaisir du tout parce que décidément on pourrait imaginer que l'idée de plaisir et de Uplay soit plus proche vu qu'ils ont beaucoup de lettres en commun, mais c'est absolument pas le cas. Donc sachez simplement ceci, c'est publié sur PC, sur PlayStation 3, sur Xbox 360, sur macOS et même sur Wii en 2011. C'est un titre dirigé par Martin Edmondson, le concepteur du driver originel, du reste de la série d'ailleurs, et de Destruction Derby. Il est dans tout ceci par Craig Lawson, un mec qui était lead game designer du titre The Crew d'Ubisoft et d'une partie évidemment de l'intégralité de la série Driver à partir du second opus. Vous avez ici donc des vétérans qui ont inventé le jeu à la base, qui sont de retour afin d'essayer de l'affiner pour la nouvelle génération et qui ont en plus eu une idée. Ils ont regardé la série Life on Mars, ils se sont dit ce serait bien qu'on fasse pareil un peu, mais vous voyez en Amérique et avec un jeu vidéo et nanani nanano. Et c'est ainsi que vous avez un jeu qui n'est pas du tout proche, par exemple, des Jeux Olympiques de Nakano, c'est évident. Donc ici vous incarnez un type, il est capable de sauter de voiture en voiture afin de pouvoir faire des carambolages, des dérapages et autres choses sympathiques dans un univers qui n'a pas oublié d'avoir des magnifiques cinématiques qui sont compressées de manière assez improbable même si on se trouve sur PC et qui ont en plus la particularité d'être intégralement doublées en espagnol car j'ai décidé que cela faisait décidément sens d'essayer de faire un mindfuck logique avec les incroyables capacités que vous avez à lire des incroyables sous-titres. Dans cet épisode-ci, nous allons donc voir différents jeux qui représentent cette idée que les Japonais appellent le mindjack. Le mindjack, c'est donc l'idée de pouvoir mettre une conscience dans un autre corps. Et cette incroyable idée a été représentée par des titres comme Macanex sur Dreamcast, où ici j'ai décidé de vous présenter sa suite non officielle, son remake sur PlayStation 2, qui est réellement Cafard 2, qui s'appelle Macken Double X ou Macken Shao la Demon Sword. C'est une idée très simple, vous allez donc prendre un personnage, vous allez lui donner des aptitudes et vous allez essayer de vous arranger pour que votre personnage principal soit donc désincarné d'une manière ou d'une autre et qu'il soit donc susceptible de sauter d'une conscience à l'autre. Nous sommes ici dans le corps de deux Asiatiques qui ont décidé de se battre contre les Yakuza
ça en essayant de parier leur propre argent de manière à pouvoir ensuite faire des études universitaires. C'est ça le concept de ces petites séquences de course, et il est particulièrement intelligent, il est particulièrement intriguant, et il a même une forme de rapport à l'idée d'individus qui pourraient vivre, je ne sais pas moi, dans une ville aussi cul que San Francisco, par exemple, on ne sait pas, je veux dire, c'est possible. C'est produit par Mary Jo LaRue, une directrice du jeu Iron Man, de video game officiel du film, qui était officiel du film, ça c'était chez Sega, elle était alors chez Secret Level, et c'était certain, un jeu qui était catastrophique, je vous invite à aller voir la critique, elle a très mal vieilli, mais c'est certain, mon indignation ne change point, c'était un titre particulièrement merdique, on ne peut pas lui reprocher, mais il faut se dire aussi que c'est une femme qui n'a pas beaucoup de chance dans sa carrière, elle a aussi chapeauté la version PC de Watch Dogs, c'était probablement la version PC la plus décriée de ces dernières années, après Arkham Knight bien entendu, sauf qu'ici, bon bah voilà, à l'époque il n'y avait pas encore moyen de se faire rembourser ces jeux foireux sur Steam, mais maintenant c'est totalement possible. Donc la production est assurée par cette femme-là, qui a travaillé sur ces deux géniaux magnum opus de la question vidéoludique, Chris Hadley, qui avait été producer sur The Thing, et Gary Yusho de Driver 3, ce qui vous donne quand même une vague idée que on n'a pas besoin d'avoir des producteurs géniaux pour faire un bon jeu. Il faut surtout que le game design était réalisé par des gens compétents, et surtout par une compagnie qui, c'est certain, quand elle a le temps, c'est ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais Ubisoft Reflections à une époque s'appelait simplement Reflections Interactive, c'était la propriété, si j'ai bon souvenir, de la compagnie Psygnosis à la base, puis après ils sont passés sous le pavillon d'Infogrames, et chez Infogrames ils sont ensuite devenus Atari, et ils ont fait Driver 3, parce que les deux rimes, ça fait des rimes en I, ils n'étaient pas sortis sur Wii, c'est à l'époque simplement sur Xbox et sur PlayStation 2, Electric Boogaloo, et c'est une compagnie qui a été fondée à Newcastle, donc au Royaume-Uni, par un petit enfant nommé Martin Edmondson, qui travaillait à l'époque sur le Acorn, le fameux ordinateur populiste anglais, et qui a travaillé dès 1984 à la production d'un bizarre faux Paperboy. Et ce faux Paperboy avait une particularité étrange, c'était qu'il n'était pas totalement merdique. Ils ont continué à faire des jeux. Chez Psygnosis, ils ont travaillé sur Shadow of the Beast, l'un des plus beaux jeux de la période Amiga. Et donc, c'est une compagnie qui est active depuis 1984 à maintenant. À moins qu'elle ait évidemment fermé depuis que j'ai sorti cet épisode, ce qui serait improbable, mais qui serait triste d'ailleurs, car c'est l'un des rares grands développeurs encore restés en Angleterre. C'est un peu comme ça. Et vous aurez certainement remarqué que le fondateur de cette compagnie, Martin Edmondson, se trouve être l'un des directeurs du titre, comme quoi les choses sont assez logiques. Le scénario est de Ian Mayer et de James Worrell, qui était le lead writer du titre, et qui était chez Rocksteady. Non, ils n'étaient pas chez Rocksteady, ils étaient chez Rockstar. Toutes ces compagnies qui ont le même nom, c'est quand même, commence à m'étouffer dans mes capacités à faire des trucs bombastiques sur la question vidéoludique. Donc, sachez qu'il était chez Rockstar, ce fameux gars qui s'appelait James Worrell, pour faire une partie des dialogues, des jeux GTA. Donc ils ont une vague idée de ce qu'ils font, ils ont un écrivain qui sait vaguement ce qu'il fait, mais s'il n'est pas réellement écrivain, en tout cas il est scénariste de jeux vidéo, et ils ont une bonne idée pour diversifier les types de gameplay, et il va falloir, parce que le système de gameplay qui est ici proposé, bon bah vous ne saurez pas savoir s'il est réussi à me regarder conduire, parce que je suis parfaitement incapable de conduire, mais sachez simplement ceci, il est varié. Ici vous avez la petite mission, vous devez faire des grinds et passer près de voitures afin de faire peur à quelqu'un qui va avoir une crise cardiaque, c'est bien ça le but de la chaîne, c'est de faire cette incroyable série de mouvements, et que vous ayez donc peur, et que la personne elle ait peur aussi, et qu'elle ait un problème cardiaque par la suite. Et voilà, c'est le genre de jeu où si jamais vous êtes calé dans une course-poursuite et qu'un type il fait un mauvais tour, vous pouvez choper un bus et lui péter la gueule avec. Ce qui n'est pas déplaisant, je veux dire, la plupart des jeux de course-poursuite, vous êtes obligé d'incroyablement protéger votre voiture, vous pouvez pas conduire comme un bourrin, vous avez pas ce petit côté Construction Derby, qui était justement un jeu réalisé lui aussi par cette petite compagnie qui s'appelait à une époque Reflections Interactive, et qui a, en fait, si on y réfléchit posément, inventé le Grand Theft Auto-like avec une voiture avant que Grand Theft Auto n'ait les moyens de passer en 3D, c'était la série Driver, et je suis certain que si vous avez joué au jeu à l'époque, vous allez vous en rendre compte. Alors, la particularité de ce titre, c'est évidemment qu'il propose le transfert d'esprit, et le transfert d'esprit, c'est quelque chose de particulier. Imaginez que si vous faites un bon jeu, il sera d'autant pire que vous aurez dû allouer des ressources à l'idée d'avoir un système fonctionnel de transfert d'esprit. Et donc, que ce jeu-ci soit arrivé à être plutôt bon dans le domaine d'être un jeu de course en open world, et qu'il soit réussi de cette manière-ci, malgré le fait qu'il propose le transfert d'esprit, c'est assez incroyable. Et c'est évidemment un exemple beaucoup plus sympathique que le prochain que j'aurai à vous présenter, mais en plus, la particularité qu'il a, ce Driver San Francisco, c'est qu'il est basé sur la série Life on Mars de manière non officielle. Ça pourrait tout aussi bien être Life on Mars, le jeu officiel du jeu Life on Mars, que c'est pas le jeu officiel du jeu Life on Mars, parce que la BBC ne fait pas des jeux comme ça, mais voilà, on peut imaginer, on peut faire tourner les rouages de son esprit, et cela rend le jeu encore plus réussi. Si vous prenez les doublages espagnols, c'est encore mieux, parce que les doublages espagnols sont extraordinaires, cela coule assez bien de source d'imaginer qu'on va faire hispanophone dans une ville qui s'appelle San Francisco. Et d'ailleurs ça c'est Driver San Francisco. Imaginez si ça avait été avec Oh mon Dieu, que se passe-t-il? On dirait que j'ai été téléporté dans
Dans une mansarde? Comment est-ce possible? Max, si tu vois ceci, c'est que mes téléporteurs ont fonctionné et que tu es actuellement prisonnier de mes menottes, quelque part, dans une mansarde, à Bruxelles. Et oui, c'est moi, ton ennemi naturel. Le mystérieux personnage de ce hacker maintenant. 2 épisodes que l'on tease et que tu devras battre un jour si jamais tu veux prétendre être le vrai Max. Mais dans cet épisode-ci, aucun de tes petits tours tragicomiques ne t'aideront, non, car quand tu seras arrivé à la fin de ce message, sache ceci, Bruxelles sera perdue. Et avant même que tu te poses la question, non, ceci n'est pas une transmission, c'est un enregistrement. Tu ne peux pas me parler, ça ne sert à rien, donc décide. Attends, mais si je te coupe la parole, là, ça marche pas, c'est ça que tu dis? Si je vous parle ici de transfert d'esprit, c'est comme un pur système de gameplay. Si on vous parle de transfert d'esprit dans la réalité, c'est probablement que vous vous êtes retrouvé à l'orée des chemins où tout d'un coup se retrouve charlatanisme et religion. Je ne vais pas en dire davantage car j'ai pas envie d'être tué dans mon sommeil par un fanatique religieux quelconque. Donc ici, nous sommes dans un monde où il existe des images qui sont des représentations psycho-affectives de la manière dont votre corps tolère ce que certains appelleraient votre âme. Et nous sommes aussi dans un futur où décidément la chute de l'Union européenne, sans doute à cause du poids terrible en termes de coûts de la politique agricole commune, ne permet pas à la planète de s'équilibrer malgré le problème qui se trouve être la terrible détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Mais bizarrement, les scientifiques ont une solution technologique, un dieu mécanique, le Deus Ex Machina. C'est ce personnage-là, il ressemble à un God Michel avec le sourire de Mick Jagger, mais en plus il a une particularité, c'est que sous vos mains de charmantes petites demoiselles expertes, vous allez en faire une arme permettant au petit héros que vous incarnez de détruire le mal. Bienvenue dans cet incroyable univers où c'est certain, vous allez incarner un espèce de pénis mécanique avec un sourire incroyablement magistral et certainement très charismatique qui s'appelle le Macken. Or, nous sommes dans un jeu Atlus où nous avons donc le droit de renommer notre personnage et d'essayer de lui donner un nom qui est à la hauteur de ses capacités dans le domaine de la critique vidéoludique. Nous allons l'appeler le Masken. Cela semble relativement évident, car c'est certain, si vous êtes capable de lire les esprits, vous êtes aussi capable de critiquer les jeux vidéo avec un niveau de talent qu'il est possible que si vous êtes le critique vidéoludique... Ah, mais non. Donc c'est un titre dirigé par Katsura Hashino, il s'appelle Macken Shao Demon Swords, c'est développé et publié par Atlus en 2001 sur PlayStation 2 et qui a la particularité de vous mettre dans un monde où, c'est certain, l'Amérique et la Chine ne sont plus les meilleurs amis, oh non, et l'Europe est en plein déclin, on ne sait pas précisément pourquoi, mais est-ce que c'est une conspiration qui aurait été créée par ces terribles forces qui sont là dans la nuit et que vous allez contrebalancer en utilisant bel et bien cette espèce de God Michel narquois que vous avez parfois entre vos doigts et que vous allez ensuite utiliser ses pouvoirs fondamentaux afin de sauter de corps en corps, utilisant ainsi ses incroyables capacités pour, je ne sais pas moi, camoufler votre volonté à travers le corps des autres et ainsi infiltrer les réseaux nécessaires à pouvoir sauver le monde. C'est bien de ça dont il sera question dans ce titre-ci, un titre qui est dirigé par Katsura Hashino, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais qui se trouve être le directeur de Shin Megami Tensei Nocturne et qui a officié en tant que producer/superviseur sur Persona 3, Persona 4, le très émouvant Catherine et autres titres Trauma Center. Ce sont ces fameux jeux qui ont donné un petit peu de différence au style de gameplay qui vous était proposé sur Wii, car il faut bien admettre qu'il n'y avait pas grand-chose de réellement profond dans le terme d'interaction que l'on pouvait réaliser avec cette petite Wiimote. C'est programmé principalement par Satoshi Oyama, un gars principalement connu pour avoir rempli le même poste sur nombre de titres Atlus, et voilà, son système de moteur 3D fonctionne particulièrement comme d'habitude. C'est généralement des jeux qui sont dotés d'une certaine forme de capacité technique qui, sans être extraordinaire, c'est relativement solide, c'est relativement efficace, on perd peu d'images, sauf évidemment dans ce cas-ci, on se trouve à être en train de jouer à un jeu PlayStation 2 à travers le catastrophique émulateur PlayStation 2 de la PlayStation 3. Alors si vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez acheter un jeu PlayStation 2 via le PSN sur PlayStation 3, ne le faites tout simplement pas. L'émulateur est à chier, il warp les textures, vous pouvez le voir, c'est absolument atroce. En plus, il est totalement entrelacé parce que les versions qui vous sont proposées sont celles qui sont disponibles sur le PSN européen, pour peu que vous utilisiez le PSN européen, c'est évident. Mais bon, voilà, c'est une catastrophe de tous les instants. C'est réellement un calvaire de jouer à ce jeu-ci qui, je tiens à le préciser, était à la base un FPS sorti sur Dreamcast. C'est un FPS sorti sur Dreamcast, or, comme vous le savez certainement, l'intégralité des jeux qui sont sortis sur Dreamcast sont maintenant totalement obsolètes parce qu'ils n'avaient pas de second stick et qu'ensuite ils ont donc décidé chez Atlus de faire de ce plutôt raisonnable FPS de combat qui était sorti sur Dreamcast et qui se jouait à la manette un jeu
en third person, où décidément cela fonctionne beaucoup moins bien parce qu'ils ont oublié que décidément il était possible de straffer avec le stick le second et que si vous voulez tourner sur vous-même, vous êtes obligé de tourner comme une tour, qu'on ne sait pas précisément ce qui se passe, mais que cependant l'idée principale que vous est ici proposée, c'est le brainjacking ou le mindjacking, en tout cas ce transfert d'esprit qui a fait le succès du catholicisme à travers les siècles et les siècles. Et ici on se retrouve dans un jeu qui, c'est assez étrange, fonctionnait bien sur Dreamcast parce qu'on avait l'habitude, on se disait ouais bah c'est une machine comme ça, elle a qu'un seul stick et tout ça, mais ici on se retrouve dans une situation c'est absolument catastrophique et le fait que l'intégralité du jeu soit en entrelacé absolument insupportable, que je n'ai pas réussi à le récupérer, si je n'arrive pas à le réussir à le récupérer, car je tiens à vous le dire, je suis l'un des critiques vidéoludiques les plus actifs, c'est certain, mais les plus actifs depuis le plus longtemps, ce qui veut dire que je me souviens très bien de l'époque où les machines que l'on utilisait pour faire nos captures étaient à peine capables de faire genre 640 par 480 en entrelacé, qu'ensuite il fallait faire 3 passes de recompression pour essayer d'éviter la terrible entrelacement qui était produite par la machine que l'on utilisait. Alors, vous voyez, on est dans un moment où vous êtes censé faire des plateformes. C'était une extraordinaire séquence de plateformes. Et ici, j'essaye de voir ce qu'il y a autour et comme une tour, je fais tourner le monde en dessous de mes pieds, ce qui ne se voyait certainement pas quand on était en vision subjective, mais qui se voit beaucoup plus quand on est à la troisième personne. Et je peux vous raconter une anecdote personnelle sur ce jeu. C'est un jeu que je pensais qu'il était excellent parce que je regardais une émission de critique vidéoludique à l'époque. Vous savez, Consolevania, la plus grande émission de critique vidéoludique à jamais être sortie d'Écosse, et dont on peut considérer que Pushta était avant tout un hommage à la perfection de cette formule, et que maintenant nous l'avons bien entendu dépassé, car nous avons continué beaucoup plus longtemps qu'eux, car ils ont abandonné leur peuple, et que je n'abandonnerai jamais les miens pour peu qu'ils soient sympathiques et qu'ils disent du bien de mes terribles efforts qui sont réalisés afin d'être incompris par des crétins sur Internet. Donc ici, dites-vous simplement ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'un jeu il est bon qu'il vous fera plaisir pour autant, ayez donc un peu d'esprit critique, essayez les jeux par vous-même et surtout cessez de vous fier à l'idée que des inconnus totaux pourraient comprendre ce que vous espérez trouver dans le jeu vidéo, dit-il en sciant la branche sur laquelle il est assis. Ici vous avez quoi? Vous avez le système de combat d'action réalisé par Daisuke Kanada, qui s'illustrera plus tard en dirigeant la série Trauma Center à partir du second opus. Il fut aussi paradoxalement l'un des programmeurs de Mega Man 9, qui était un excellent titre, même si il n'était pas aussi neuf que son titre pouvait l'indiquer. Blague de critique vidéoludique. La sound direction de Takahiro Gata nous donne un peu à réfléchir que décidément c'était sans doute volontaire si l'intégralité des voix qui vous sont proposées dans le jeu ont l'air d'être, je sais pas moi, enregistrées à travers une porte de 5 mètres en mousse qui donne sur des chiottes totalement inifugées. On ne sait pas précisément pourquoi. Les musiques de Shoji Meguro sont probablement, ce qu'il y a de plus réussi dans le titre, aussi paradoxal que cela puisse sembler. C'est un titre, je ne pourrais pas réellement vous le conseiller, si ce n'est que vous êtes à la recherche d'un titre pour faire, je ne sais pas, moi, un épisode de Pushta, vous avez la possibilité de parler de jeux sur le transfert d'esprit, parce que c'est l'un des exemples les plus foirés de la discipline, et c'est en plus particulièrement remarquable à se dire, mais l'intégralité des jeux japonais réalisés sur le sujet sont catastrophiques. Je veux dire, vous avez Suicide, vous avez Mindjack, ils sont tous les deux catastrophiquement nuls, et s'il y a un bon exemple quelque part, si vous pouviez me le commander et me l'envoyer directement chez moi, cela m'arrangerait, mais si vous pouviez surtout me le recommander dans les commentaires de cette vidéo-ci, ce serait d'autant plus utile. Il se pourrait toujours et encore que je sois intéressé par l'idée de représenter des exemples réussis de diverses terribles formes de gameplay que je n'ai pas eu le temps de cataloguer. Alors ici, on va vous poser une question et vous êtes le masqué, vous allez y répondre de manière honorable. Est-ce que tu pourrais te battre contre quelqu'un si tu l'aimais? Et la réponse, bien entendu, oui, je suis le masque, je n'ai peur de personne, j'ai la justice de mon côté, j'ai la vérité dans ma poche, et je suis capable de défendre mon point de vue, donc c'est normal que je sois différent, dit la petite demoiselle, car c'est certain, je sais ce que je fais. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Hein? Quand cette phrase sera terminée, Dieu sait qu'elle est très très longue. La guilde des méchants de l'espace aura gagné ton talent, et ton talent sera maintenant au service de ce système hégémonique où toutes les critiques vidéoludiques sont simultanément pareilles et incroyablement chiantes, et aucune n'est vraiment une critique vidéoludique, car je suis ton mystérieux ennemi venu d'autre espace, et tu ne peux rien faire pour m'arrêter, car d'ici la fin de cet épisode, tous tes pouvoirs seront en ma possession. Il y a danger sur Bruxelles. Oui, et il semblerait que je sois actuellement prisonnier d'une mansarde sur Bruxelles. J'en étais sûr. Je te rappelle dans 10 minutes, ok? Ok. Cool.
Il existe en fait deux manières d'utiliser le transfert d'esprit à bon escient afin de renforcer un jeu vidéo que l'on est en train de créer. La première, nous l'avons déjà vu, nous avons quelques exemples de cette même catégorie, ce sont ces jeux qui décident d'utiliser comme système de gameplay le transfert d'esprit. Alors ça vous donne une bonne idée, que ça offre aussi une particularité, c'est que vous avez directement une page dans les annales du jeu vidéo qui est réservée aux jeux qui ont essayé le transfert d'esprit. Et elle est pleine. Il y a une autre page juste à côté, c'est les jeux qui ont réussi le transfert d'esprit comme système de gameplay. Et bizarrement, elle est encore et toujours vide. Parce que quand on fait un jeu où le transfert d'esprit est prépondérant, il faut évidemment avoir des fondamentaux d'autant plus solides que décidément vous devez faire sentir la différence d'un personnage à l'autre. Et ça, c'est la manière numéro uno de faire du jeu vidéo avec le transfert d'esprit. Et la numéro 2, c'est bien entendu celle-ci, elle est particulière, elle est beaucoup plus étrange, c'est celle d'utiliser le transfert d'esprit comme un des soutènements de l'histoire que l'on va raconter sans jamais nécessairement rajouter directement le gros coup de marque rouge en dessous qui fait que la plupart des gens qui sont des joueurs de jeux vidéo lambda, malheureusement, pas comme vous et moi, ont terriblement du mal à se dire que décidément c'est judicieux de percer un peu plus leur compréhension de cette œuvre qu'ils considèrent ludique et qu'il était, dans leur cas particulier, un vrai mindfuck, un réel mindfuck, parce que c'est bien ça que c'est Portal, c'est l'ultime mindfuck, ça vous baise l'esprit, ça vous baise la personnalité que vous avez avec votre compréhension de l'espace, simplement cela vous dit simplement ceci, oui, vous êtes l'équivalent moderne d'un cobaye, et le cobaye, il va faire ce qu'il faut afin d'obtenir le petit morceau de fromage, le petit morceau de fromage, en plus c'est plutôt un cake, et le cake paraît-il un mensonge, sauf que ce n'est pas un mensonge, c'est simplement que les gens ne comprennent pas paradoxalement Portal parce qu'il faut croire que c'est un tout petit peu trop compliqué pour eux. Donc Portal, c'est un jeu de Valve Corporation publié sur PC, PlayStation 3, Xbox 360 dès 2007 et qui a la particularité d'être, sans en avoir l'air, intégralement axé autour de cette idée assez simple qui est celle du transfert d'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout tourne autour d'un étrange robot maléfique que décidément c'est une AI dans un objet et que décidément c'est la mainframe de la compagnie Aperture Science et en fait à la base elle s'appelle GLaDOS mais à la base juste avant elle s'appelait Caroline comme dans la chanson de MC Solar et elle avait la particularité d'être l'assistante administrative de Keith Johnson, le CEO d'Aperture qui est mort avant que son esprit puisse être transféré dans l'incroyable robot qu'il avait produit pour pouvoir être encore plus efficace et pouvoir en quelque sorte être le gardien de cette terrible compagnie qu'il avait faite lui-même pour lui-même et tout ça, et qu'il a eu la terrible idée de faire quelque chose de particulièrement vachard. Il a demandé à son assistante administrative de la remplacer dans la machine, et elle a eu des gens qui ont essayé de s'enfuir et qui ont dit que le cake était un mensonge. Simplement, ils sont tellement cons, les gens qui sont échappés de là, qu'ils n'ont jamais été à la fin, donc ils n'ont pas vu le cake. C'est ça l'explication du truc, le cake is a lie. Alors, il est évident que le cake n'existe pas dans le sens où ce n'est pas un vrai cake, vous pouvez pas le manger, mais dans le contexte du jeu, il existe. Je veux dire, le robot, il s'est fatigué à faire un cake, et il l'a mis quelque part. Il espérait que vous le mangiez, mais vous étiez trop égoïste pour aller jusque-là, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, et c'est un peu en plus une boucle récursive qui vous montre toujours ce que vous aviez vu, et encore plus intéressant que tout ceci, l'autre côté des rouages d'une grande corporation comme celle qui aurait pu produire le Portal Gun, car il faut se dire que c'est bel et bien un jeu qui est fait par une compagnie qui fait tout ce qu'elle peut pour avoir l'air super méga hippie, on est des cools gens, mec, sauf que sans doute on ne... Pas parce qu'il faut pas déconner, je veux dire il faut être productif et on est quand même vachement compliqué et on a tout le PC de l'idée de faire un monopole de la vente du jeu vidéo PC chez nous, donc voilà quoi. Cool mec, c'est une compagnie qui est soi-disant hippie, qui donc fait ce qu'elle peut pour faire semblant que décidément elle a un management flat, sauf que le management n'est pas vraiment flat, il y a vraiment des patrons dans la compagnie, mais on sait pas précisément qui, parce qu'ils sont cachés dans le fait que décidément ils ont du flat management et que voilà, ils achètent et ils louent des cerveaux, ils arrivent à en voler les idées, comme ici dans le cas de Portal, c'est un jeu qui est réalisé avant tout par deux personnes qui sortent du DigiPen, qui était une unif américaine située dans la ville de Microsoft, c'est-à-dire Redmond, et c'est un jeu à la base qui s'appelait Narbacular Drop. Portal, c'était designé par Garrett Rickey, production de Kim Swift, le design était donc réalisé par un homme et l'autre était réalisé par l'autre personne, dont on pourrait imaginer si c'est Kim Swift que c'est probablement un jeu qui avait un design et une production réalisée par un homme et une femme, ce qui donne un peu cette étrange dynamique bifide que ce jeu peut se targuer d'avoir, qui est que décidément, voilà, je veux dire, sans avoir l'air sexiste, mais le type de haine qui est présenté ici dans ce jeu, en particulier par cette personne qui est un robot et qui se trouve être en fait un esprit de femme transféré dans une machine, est profondément féminine. Je veux dire, c'est plus que passif-agressif, c'est passif-agressif niveau nucléaire, et tout ça principalement parce que cette personne est la somme d'une forme de compréhension de la technologie, d'accord, mais en plus d'une somme de personnalités qui ont fini par être dominées par la personne dominante du lot, c'est-à-dire, somme toute, une secrétaire. Alors, je ne sais pas si vous avez été secrétaire, mais moi je suis secrétaire, c'est un travail où vous avez décidément la nécessité de devoir faire un effort terrible afin d'être méchant, parce que paradoxalement, c'est comme ça que vous servez le mieux votre entreprise. Sous-entendu, si vous pouvez éviter que
que le connard passe la première porte et qu'il a faire chier le type dont le temps est important et qui est décidément derrière la 4e ou 5e porte, vous avez économisé du temps pour toute la compagnie. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'en quelque sorte, voilà, ils jettent les gens quand ils sont inutiles. Jusqu'ici, ils n'ont pas eu acheté les gens qui ont créé Portal, parce que décidément Portal, c'est un peu genre le jeu le plus intelligent de sa décennie, mais admettons-le, c'est aussi une compagnie qui a eu une époque dans son emploi Yanis Varoufakis, donc un peu tout est possible, et c'est un peu lui qui a créé leur système économique, ce qui jette tout de suite des doutes sur, décidément, le fait qu'il y ait un système économique chez Steam. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un titre qui est écrit par Eric Volpo et Chet Falisek, autrefois d'Oldman Murray, des gens qui sont très doués, et il faut aussi dire ceci pour Valve, quand quelqu'un tombe malade chez eux, ils sont payés pour se remettre en bonne santé. C'est assez étrange à dire, mais quand on utilise les gens comme un peu des fourmis et qu'on est une colonie et que ce qui compte c'est l'incroyable réflexion, que cet incroyable cerveau, un peu comme le Hive dans un système proche de celui de DC Comics par exemple, si j'ai bon souvenir, ou le Hydra par exemple chez Marvel, a comme particularité, c'est qu'il traite effectivement ces unités qui ont une particularité de manière royale. Et c'est un peu pour ça qu'il serait effectivement très plaisant d'être employé chez Valve, pour peu que vous ayez du talent unique qui puisse être exploité pendant des années et des années. Et c'est un jeu, je suis assez surpris de me dire que je prends toujours plaisir à le revisiter, et quand on y réfléchit posément, il est bel et bien transféré intégralement dans mon esprit, de manière unique, dans cette incroyable optique où, soudain, après des années à y jouer, à y réfléchir, à y jouer, j'ai enfin tilté, parce que ça me prend du temps, je sais pas précisément pourquoi, mais ça me prend du temps, j'ai enfin tilté qu'il était nécessairement remarquable de remarquer qu'il était possible que ce jeu soit intégralement articulé autour d'une idée, d'un transfert d'esprit en particulier, qui a été probablement d'autant plus expliqué par la suite, que je n'ai toujours pas critiqué, mais un jour j'aurai 20 ans à consacrer à réfléchir à Portal 2, et nous aurons donc la possibilité d'en parler dans probablement l'épisode 46 de Pushta, où je serai grabataire, et un peu comme le professeur X, je serai en train d'entraîner les nouveaux mutants d'une génération qui décidément n'a jamais joué à Portal, et ce sera paradoxal. Alors ici, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un jeu, vous devriez y avoir joué, et vous devriez déjà y avoir joué à l'époque de la sortie, mais n'allez pas me casser les couilles avec cette incroyablement stupide idée que ce foutu putain de cake à la con était un mensonge, parce que s'il y a une chose qui est vraie dans Portal, nom de Dieu de bordel de merde, c'est bel et bien qu'il y a un gâteau. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est pas un gâteau? Vous pensez que c'est un faux gâteau? Moi je pense que c'est trop d'effort pour un robot de faire un faux gâteau. Je pense que si un robot devait faire un gâteau en étant une femme qui a été enfermée dans une machine qui fait que soudain n'a plus accès à sa corporalité, elle produirait un vrai gâteau, parce qu'après un tel bordel, elle aurait aimé avoir un gâteau. Et ça, c'est ce que je pense. Anteriormente en Driver San Francisco. Serait-ce un coup des Cyrex ou alors des pirates de l'espace? Dur à dire, j'espère juste arriver. Il est dur d'imaginer de prime abord qu'un titre comme Brothers, A Tale of Two Sons soit judicieux à présenter dans un épisode de Touchta qui, je vous le rappelle, fait le tour des jeux qui proposent comme mécanisme de gameplay l'idée de pouvoir transférer son esprit. Et pourtant, c'est un jeu qui a non pas un, mais bien deux, et peut-être même 3 transferts d'esprit simultanés qui ont lieu à l'intérieur de celui-ci. C'est un peu l'inception ultime de la question même du transfert d'esprit, ce jeu-ci. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, je dois faire une longue explication de ce que ça veut dire thématiquement afin que vous ayez une idée de ce dont je suis en train de causer. Donc, il est question ici de transfert d'esprit. Dans la vie réelle, c'est un domaine d'activité qui est proche du charlatanisme, qu'il soit question de la télépathie, qui à mon sens existe peut-être, je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont doués dans le domaine de l'empathie de telle manière qu'ils savent lire les visages des gens et ainsi essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau, mais c'est un peu la seule limite de la chose, et vous le savez certainement, les télépathes, quand on les voit à la télé, même si vous êtes pâtes, ils vous disent simplement ceci, c'est que j'ai un tour, qui est un tour du domaine de la prestidigitation, espèce de petit con. Et il y a un autre domaine beaucoup plus dangereux, c'est celui sur lequel se base la religion, qui est que
Mais oui, on va transférer ton esprit, on va le mettre ailleurs, on va faire un backup et on va te réincarner, on va te réincorporer, peut-être même qu'on va faire une forme de résurrection sur ta petite personne. Et ça, je veux dire, d'accord, on a même des machines maintenant qui savent lire l'activité du cerveau, mais ça peut pas pour autant dire qu'ils soient capables de décoder et d'archiver ce type de réflexion afin que l'on puisse, je ne sais pas moi, vous mettre dans une machine et soudain que vous soyez GLaDOS. Ce n'est pas de ça dont il est question. Donc ici, on va simplement parler du transfert d'esprit. Et c'est un jeu qui se fatigue à faire l'effort de vous présenter de manière thématique particulièrement intelligente avec un scénario qui fonctionne très très bien, un système de gameplay assez pauvre, vous partagez votre manette en deux, vous avez genre 2 sticks et 4 boutons et vous pouvez ainsi commander 2 enfants. Il y en a un, il est rouge et il a tué sa mère de manière assez improbable. En tout cas, il n'a pas su la sauver dans un accident de critique vidéo, dans un accident de bateau, et ainsi voilà, elle apparaît comme une hallucination parce qu'il est très très triste de décidément l'avoir vu mourir, et qu'ainsi il sera porté par une question onirique qui va le mener, c'est certain, à faire une aventure formatrice avec son petit frère ou son grand frère, on ne sait pas trop, qui il est bleu lui, donc il y en a un il est rouge et un il est bleu, et ça c'est votre papa, vous allez le mettre sur le palanquin parce qu'il est très très malade, voyez-vous, et vous allez devoir aller faire le tour de ces terribles endroits qui sont un peu nordiques jusqu'à aller trouver une forme d'Yggdrasil locale qui contient une sorte de panade magique qui est un peu comme la panacée à tous les maux. Vous pouvez sauver votre popo et vous allez utiliser votre frérot et votre autre frérot et vous allez devoir partager votre esprit en deux pour diriger 2 personnages à la fois, ce qui est très très compliqué. Et donc si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez dans votre vie partager ce type de jeu-ci, faites-le. C'est aussi un jeu qui est très intéressant. Je ne sais pas si c'est réellement très très intéressant, mais j'imagine que c'est réellement très très intéressant. Je n'ai pas essayé dans la vraie vie parce que je suis un solitaire, mais bon, imaginez ça. Vous pouvez y jouer avec quelqu'un, sous-entendu vous mettez la paluche droite de quelqu'un sur le côté droit de la manette, vous mettez votre paluche gauche sur la moitié gauche de la manette. Cela doit être très intéressant, j'ai toujours eu envie d'essayer, et peut-être qui sait, le futur sera-t-il plus clément que le passé l'a été, sauf que généralement le passé est une fonction de ce que vous avez vécu dans le futur, et inversement, plutôt voulais-je dire que le futur est un reflet du passé, et non pas l'inverse, car nous ne sommes pas dans Doctor Who. Et que donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous efforcer de faire survivre ces 2 enfants le temps nécessaire à ce qu'ils puissent réaliser leur mission et sauver leur popo, parce que c'est décidément de ça dont il est question dans Brothers, A Tale of Two Sons, un jeu Starbreeze Studios publié par 505 Games sur PC, PlayStation 3 et PC en 2014, ainsi qu'un peu plus tard, en 2015 sur PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, et même si ça c'est pas paradoxal, Windows Phone, parce qu'il faut croire qu'il y a des gens, ils avaient envie de jouer à des jeux sur leur Windows Phone, et qu'il y a des gens qui ont fait des jeux pour les Windows Phone. Si ça c'est pas de la folie furieuse. C'est un titre créé et dirigé par un réalisateur de films qui s'appelle Joseph Fares, et qui a fait beaucoup de films qui sont réellement appréciés et que je n'ai jamais vus, donc je ne sais pas vous dire de quoi il est question. Le gameplay est programmé par une équipe chapeautée par Carl Grandberg. Vous aurez remarqué que le réalisateur de films qu'ils ont décidé d'utiliser afin qu'il crée et dirige un jeu a fait un gameplay qui fonctionne, foutre Dieu, beaucoup plus efficace que ce que Spielberg avait fait avec Boom Blocks par exemple. Le gameplay est donc programmé par Carl Grandberg, l'homme qui a créé les outils utilisés pour produire Alan Wake, et il a aidé aussi à la programmation de The Witcher 3 Wild Hunt. C'est donc un homme qui est décidément particulièrement doué dans le domaine de faire des jeux qui tournent, et ici il a aidé Starbreeze Studios qui était en train de bifurquer de leur système de production qui était comment il s'appelait encore leur mâcheur, ils avaient un moteur 3D très fort à une époque, ça ressemble à l'Union, voilà, c'était avec ça qu'ils avaient fait The Darkness, Syndicate, les Escape from Butcher Bay, les jeux Riddick et tout ça, et maintenant ils étaient en train de travailler pour la première fois avec l'Unreal Engine 3.0, et que décidément on est sur PlayStation 3, ce qui explique le framerate erratique et des trucs comme ça, mais bon voilà, c'était la version que je possédais, bien entendu, elle n'est pas plus laide qu'à l'époque. Si vous l'achetez de nos jours, il est encore plus joli. Et donc l'idée qui se passe là-dedans, c'est que vous allez devoir transférer votre esprit dans le jeu vidéo, ce qui est une idée déjà très très vidéoludique, je n'en ai pas parlé mais je vais en parler maintenant. C'est que dans le quotidien, on vit la vie qu'on vit, mais on peut pas vivre d'autres vies que celle qu'on vit, parce que c'est logique, on n'est jamais qu'un seul être humain, on a un seul corps et tout ça. Et le jeu vidéo nous offre cette possibilité de transférer notre esprit dans un autre vaisseau, de pouvoir ainsi essayer diverses choses qui nous seraient impossibles dans le monde réel, parce que bien entendu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire comme dans Prince of Persia, The Sands of Time, dans la quotidien de votre petite vie, mais c'est impossible. Je veux dire, vous avez à peine décidé de sauter au milieu de la rue que vous êtes mort. Donc la question ne se pose pas, et vous ne devriez pas essayer ces plaisanteries dans la réalité, vu que le jeu vidéo est là pour ça. Et que donc, si le jeu vidéo est une tentative de transférer notre esprit dans un vaisseau corporel factice qui nous permette d'essayer d'autres choses, ici vous devez en contrôler 2. Et la plaisanterie de la chose, c'est qu'au fur et à mesure que vous apprenez à en contrôler 2, vous avez de la sympathie pour ces petits personnages. Je saurais pas vous dire quels sont leurs prénoms, mais Dieu sait qu'il y a un moment ou un autre où je me suis senti décidément investi de leur bien-être. En quelque sorte, ce jeu
a fait davantage pour ma compréhension de ce que c'est ce sentiment d'être parent que la plupart des petits-neveux que j'ai eu dans ma vie et des choses comme ça et de mes incroyables aventures dans le domaine du babysitting que je vous parle, parce que imaginez que le masque a fait du babysitting, ça vous donne une image mentale d'une catastrophe que décidément je n'ai pas vécu dans ma vraie vie, mais que décidément c'était éprouvant quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un jeu qui réussit avec un level design de Philippe Koulianos, qui a travaillé sur Syndicate, de Martin Tegnemar, qui a bossé sur Bionic Commando, Terminator Salvation et PD2, ce n'est pas sale, et Tommy Johnson, qui a travaillé lui aussi sur Syndicate, PD2 et nanana. Il a aussi travaillé sur Just Cause 2 d'Avalanche Studios. Les musiques sont de Gustav Grefberg, un ancien de la scène Amiga, qui est d'ailleurs dans une compagnie qui est fait par d'anciens du démo groupe Triton sur Amiga. Ils sont basés en Suède, à Stockholm. Et une partie de ce staff a d'ailleurs quitté cette compagnie pour faire Machine Games. Et à la fin du jeu, il n'y a plus qu'un seul frère. Vous avez failli. Mais vous étiez censé le faire. C'est comme ça que ça se passe. Et ainsi, le transfert d'esprit fait que des deux frères, il n'en survit qu'un et que celui-là même est un personnage plein. Précédemment, dans Pushta. Le masque, enfermé dans une mansarde mystérieuse par un ennemi venu d'outre-espace, doit se dépêtrer d'une terrible invasion alien de gens qui sont des aliens. Quand soudain, il entend un bruit mystérieux et inquiétant. Saura-t-il se dépêtrer de toutes ces machinations? Nous allons le découvrir dans un tout nouveau segment de Pushta. Oh, super, c'est bien entendu Fritz Billy Poop-Up, mon fameux sidekick poubelle venu de l'espace. Fritz Billy Poop-Up, Ici Fritz Billy Poop-Up, tire. Comment ça, Fritz Billy Poop-Up? Tu me dis qu'il y a une invasion de robots géants venus de l'espace? Sur Bruxelles? Bien joué. Vous aurez d'ores et déjà remarqué que jusqu'ici, ce petit voyage que vous avez organisé dans le domaine du jeu, qu'il a comme idée principale de gameplay de pouvoir transférer des esprits, nous aura servi jusqu'ici de who's who de tous ces jeux que bon d'accord, ils avaient une bonne idée sur papier, mais quand on a vu ce qu'ils en ont fait, voilà, ça fait des jeux qui sont très compliqués à faire, et paradoxalement, toutes les compagnies s'y sont jetées à une époque ou à une autre. Ici, l'exemple nintendien de la chose, c'est un jeu qui est simultanément réalisé par une pure équipe de tâcherons qui n'ont jamais fait un bon jeu de l'intégralité de leur carrière, et de l'autre côté, c'est publié par Nintendo, et c'est sorti en 2005 sur GameCube. C'est un jeu de N-Space Inc. et Nintendo of America qui est publié, je vois que vous suivez, par Nintendo, parce qu'en 2005, à partir de la sortie de la N64, en fait, la Nintendo Machine ne savait plus réellement cajoler les éditeurs tiers à produire des jeux pour leur petite machine, parce que les éditeurs tiers, ils savent très bien que quand quelqu'un il achète une machine Nintendo, c'est généralement pour jouer à des jeux Nintendo, et qu'en plus ils ont du hardware bizarre qui est décidément généralement inférieur à ce qui se fait ailleurs, donc voilà, que si les gens ils veulent jouer à des jeux d'éditeurs tiers, ils le feront sur leur autre machine, parce que la plupart des gens, et même les plus grands fanboys nintendiens, voilà, ont plus d'une machine sur laquelle jouer de nos jours, et sous-entendu, quand je veux dire les plus grands fanboys nintendiens, si vous êtes le genre de personne qui possédait une 3DS et une Wii U, bah, vous ratez quand même 88% des jeux qui sont intéressants à notre époque, donc voilà, c'est bien mignon de vivre dans le passé, mais parfois le futur est passé pour être présent, afin que celui-ci existe encore dans un continuum espace-temps. Non, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de N-Space qu'ils sont arrivés voir Nintendo, et Nintendo, bah, ils n'avaient plus leurs éditeurs tiers, ils n'arrivaient plus à cajoler les gens pour qu'ils sortent des jeux, donc ils se sont dit, et si on utilisait les ragotons de les sous-traitants de ces éditeurs tiers afin de faire des idées de jeux pour nous, et qu'on va les aider à faire des jeux, parce qu'après tout on est Nintendo, et on est Nintendo, donc on est des génies, donc on sait certainement faire des jeux avec des idées pourries. Et alors les gens de N-Space se sont ramenés chez eux et fait « Ok, alors on a l'idée d'un jeu, c'est l'idée d'un jeu, vous êtes un mec qui s'appelle John Raimi, il est invisible, et il se bat contre des gens en étant invisible, et c'est un FPS, voyez-vous, et vous pouvez y faire peur aux gens, et cela s'appelle Fear. » Et les gens de Nintendo, ils ont dit « Fear, c'est un bon titre pour un jeu vidéo. » Malheureusement, on va appeler ça Geist. Et on va appeler ça Geist parce que vous êtes un Paul, et vous appelez Paul, et vous êtes un Poltergeist, vous avez votre meilleure amie, elle s'appelle Gigi, c'est un petit enfant, elle est morte, sans doute dans les années 30, maintenant que je regarde son style. Vous appelez John Raimi, ça n'a rien à voir avec Sam, ça n'a rien à voir avec Ted, et vous êtes obligé ici de faire l'effort, de faire le tour d'une gigantesque installation dont on ne sait pas précisément pourquoi un terrible milliardaire a réussi à la détourner, alors même qu'à la base, c'était une recherche de l'armée américaine. Alors là, vous pouvez vous trouver face à un trou dans un mur, vous êtes un Poltergeist, créé par la
machine que on ne sait pas précisément pourquoi le gouvernement américain possède. Vous pouvez appuyer sur A pour devenir un slip, et en étant devenu un slip, vous passez facilement à travers cette petite fissure, vous êtes de l'autre côté, vous allez devoir maintenant faire peur à des êtres humains afin de pouvoir violer leur esprit et ainsi s'approprier leur corps, parce qu'il y a un peu un truc de possession forcée, peu sympathique d'ailleurs quand on y réfléchit posément, et que à la base ce jeu était censé être un pur FPS, et que maintenant c'est un jeu d'action-aventure chapeauté par certains des meilleurs pontes de chez Nintendo. Voilà, ce jeu c'est de la merde, il est managé par Dan O'Leary, le président de la compagnie N-Spacing, il est produit par Ted Newman, le game designer du produit dérivé Danger Girl. Vous savez, c'était le comic book avec des filles, elles avaient des gros boobs et décidément elles avaient genre des swimsuits et tout ça, je ne sais plus qui c'est qui dessinait ça, est-ce que c'était Madureira, j'en sais rien. Et il a aussi travaillé, donc Ted Newman, sur Duke Nukem Time to Kill, bref, deux classiques N-Space Inc. Quand on y réfléchit posément, ils n'ont jamais réellement fait de bons jeux, ils sont maintenant encore et toujours connus pour faire des adaptations de séries fameuses sur des machines qui n'ont pas beaucoup de puissance, comme par exemple, je ne sais pas moi, la 3DS, la DS. Ils avaient réalisé d'ailleurs l'intégralité des portages Call of Duty, Advanced Warfare, tout ça, Modern Warfare, tout ça, en essayant de faire un prototype de ce jeu sur Nintendo DS. Et Nintendo, ils ont fait non, mais on n'est pas intéressé, vous avez déjà tellement chié dans le lit la première fois qu'on vous a proposé de faire un jeu que voilà, on n'a plus envie de travailler avec vous. Et c'est ainsi qu'il existait des versions, sachez-le, de COD sur DS, pas besoin de me remercier, je suis là pour vous éduquer. Alors, sachez-le, c'est aussi le second jeu qui soit sorti pour sujet mature. C'était un jeu qui est interdit aux moins de 16 ans sur console Nintendo. Le premier étant bien entendu le bien plus réussi, quoique quand on y réfléchit, pas beaucoup plus que ça en termes de gameplay. Eternal Darkness, Sanity's Requiem, un titre qui au moins avait quelque chose de particulier à vous présenter, c'est que justement il vous proposait de voir des esprits être transférés à travers le temps et l'espace par la lecture de journaux. Que merde, j'aurais dû parler celui-là maintenant que j'y réfléchis posément, mais je n'aime pas Eternal Darkness parce que je n'ai jamais réussi à le terminer, il est trop long et chiant comme jeu. Donc là je vais procéder à essayer de posséder une écuelle pleine de nourriture pour chien afin de pouvoir amener un chien sur place, hein, je suis en train de lui faire peur en bougeant les choses avec mes pouvoirs de poltergeist, voilà, je lui ai fait peur, maintenant, oh non, je vais lui balancer ses croquettes à la gueule, et maintenant je vais violer ce chien, comme ça je peux mettre mon esprit dedans, et ainsi continuer mon périple à travers ce jeu super chiant. C'est un projet qui, comme vous le savez certainement, a été executive produced par Satoru Iwata, paix à son âme, et Shigeru Miyamoto, sur base d'une idée de N-Space, que décidément ils n'ont jamais vraiment eu d'idée particulièrement efficace, parce qu'ils ont fait surtout GoldenEye, Rogue Agent, le fameux qui a chié sur l'intégralité de cette incroyable capacité qu'ils avaient eu chez Rare à faire un FPS qui était probablement assez visionnaire, même si de nos jours il est absolument injouable, et Hannah Montana, le movie, que c'est le jeu officiel du movie. Ils ont aussi fait certaines versions de Marvel Ultimate Aliens 2, par exemple la version Wii, la version PlayStation 2, ça c'était probablement leur meilleur jeu. Et alors, le gimmick de la chose, hein, c'est que vous aurez certainement remarqué que vous êtes un poltergeist, mais vous n'êtes pas n'importe quel type de poltergeist. Là, déjà, vous habitez le corps de Dennis Richards dans ce fameux film James Bond où elle était une physicienne nucléaire, et que la particularité de la chose, c'est que, vu que c'est un FPS, d'accord, mais c'est un FPS où vous jouez un poltergeist alien rendu possible par de la technologie qui a été volée par Black Mesa. C'est assez incroyable, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Mais cependant, il y a des aliens, et c'est un FPS. Vous allez adorer ce jeu. Dans le prochain épisode de Pushta. Arthur et son nouvel acolyte doivent défendre Bruxelles d'une invasion de robots aliens venus de l'espace. Tout ça avec un caméscope, un fond vert, des push-pins et quelques jouets japonais. Sauront-ils se défaire du terrible envahisseur alien et ainsi sauver cette magnifique capitale européenne mondiale? Nous n'en saurons rien avant quelques mois, car il est évident que ce genre d'épisode-ci prend beaucoup de temps à réaliser, qu'on aura probablement changé d'avis et qu'on aura trouvé une meilleure idée d'un point de vue purement scénaristique. Cependant, maintenant, nous allons vous surprendre avec un de ces objets que l'on voit très rarement dans le domaine de la critique vidéoludique, c'est-à-dire une critique vidéoludique. Il y a une chose que l'on peut dire sur Omicron The Nomad Soul, c'est que c'est une de ces bêtes légendaires, une de ces forces mythiques de la question de la presse vidéoludique. Il faut aussi admettre que c'est un jeu qui malheureusement doit son statut iconique au fait que beaucoup de gens, ils ont écrit dans des journaux que décidément ce serait très intéressant si vous essayiez à ce jeu qui est un pas vide, d'accord, mais qui en plus a la particularité d'être soutenu par la presse vidéoludique française qui recherche toujours et encore son grand créateur français. Et ils ont jeté leur dévolu sur David Cage, alors même qu'il y avait Frédéric Reynal, Michel Ancel, bref, des gens qui sont bien plus doués
doués dans le domaine du game design et qui ont fait des extraordinairement bons jeux, eux, par exemple. Alors ils ont décidé qu'ils allaient commencer à faire de la publicité à ce type quand il a commencé à faire Omicron. C'est un jeu où il y a un type, il vous implore, parce qu'il est roux, de rentrer dans l'anus de Dieu, et que si vous rentrez dans l'anus de Dieu, peut-être vous aurez la possibilité de tomber de son côté de l'équation et qu'ainsi vous serez dans Omicron. Alors il y a aussi un truc où il fait: pressez-vous de répondre car ma planète est en danger, blablabla. Bla, bla. Et si vous appuyez pas sur une touche, il n'y a pas de niveau d'échec, il n'y a pas d'état particulier, le jeu attend juste que vous disiez « Oui, j'ai envie de jouer au jeu, s'il vous plaît ». Là où même Nintendo sait que si vous mettez le choix entre « Est-ce que vous voulez jouer au jeu ? Oui. Est-ce que vous voulez jouer au jeu ? Non. » Quand vous mettez « Non », il faudrait qu'il y ait un game over. Il est évident que je n'ai pas réellement besoin de critiquer Omicron Donmatsu. Je vais juste vous raconter comment je l'ai rencontré, ça va aller très vite. Quand j'étais jeune, il y avait des magasins où on pouvait louer des jeux pour une soirée. Et alors moi et un pote, on était très bourrés, on a décidé de louer ça parce que décidément j'étais un de ces trous du cul qui lisait la presse vidéoludique et qui pensait qu'il avait bon goût, et on avait le choix entre ça, c'est évident, et un bon jeu de la même époque. Imaginez peut-être, je ne sais pas moi, relouer Metal Gear Solid ou choisir une des nouveautés, ne pas devoir ainsi dépenser de l'argent pour jouer à la médiocrité. Et on a choisi Omicron. Et on a eu à peu près 2 heures de terribles ennuis absolument existentiels et métaphysiques où on s'est fait tuer plusieurs fois, on a transféré notre esprit d'un corps à un autre, mais malheureusement le problème du jeu c'est qu'en fait ces systèmes de gameplay étaient réellement pauvres et qu'ils le sont toujours et encore. Alors la présentation graphique est très intéressante, c'est un mélange de l'imagination de David Cage et de Blade Runner. Vous savez certainement que David Cage n'a pas réellement d'imagination et de systèmes de gameplay qui sont mariés avec la pire interface de l'histoire du jeu vidéo. Et voilà, c'est censé être un grand classique, c'est une bête mythique, mais tout ce que j'ai à dire, et je ne pense pas que j'aurai réellement à le faire, c'est simplement de laisser la parole à notre nouvel acolyte. Quel est ton avis sur Omicron ? Mon Dieu, c'était encore pire que ce que je pensais.